Il y avait un couloir dans les sous-sols de l'ancienne usine textile de Lille qui ne figurait dans aucun document officiel allemand pendant l'occupation. Les soldats de la Wehrmacht savaient où il se trouvait, mais n'en mentionnaient jamais l'emplacement dans les rapports ou la correspondance. C'était un secret murmuré entre les tours de garde, transmis uniquement de vive voix entre les officiers qui avaient le besoin de savoir, et consigné dans des carnets personnels qui seraient brûlés avant le retrait allemand en 1944. Le couloir menait à une porte d'acier renforcée, peinte en gris industriel, sans identification externe, juste un numéro griffonné à la craie blanche que quelqu'un avait tenté d'effacer plusieurs fois, mais qui réapparaissait toujours. 47. De l'autre côté, la réalité était si brutale que beaucoup de femmes qui y entraient priaient pour mourir avant l'aube, car la mort semblait plus clémente que de survivre à une nuit de plus dans cet endroit. Marguerite Delorme avait 24 ans lorsqu'elle descendit pour la première fois ces marches de béton humide par une aube glaciale de mars 1943. Elle était infirmière volontaire de la Croix-Rouge, fille d'un pharmacien respecté de Roubaix, et avait passé les 18 derniers mois à soigner des civils blessés dans des hôpitaux improvisés de la région. Marguerite n'était pas membre de la résistance, ne portait pas d'armes, ne savait pas fabriquer de bombes ni saboter des rails de chemin de fer. Son seul crime, si l'on pouvait l'appeler ainsi, avait été de soigner un jeune blessé qui saignait sur le trottoir devant le marché municipal sans demander de quel côté de la guerre il se trouvait. Le garçon était un messager de la résistance. 3 jours plus tard, la Gestapo frappa à la porte de la maison de la famille Delorme à 4h30 du matin, avec cette violence méthodique qui n'avait pas besoin de cris pour terroriser, juste le son des bottes montant l'escalier de bois et la lumière des lanternes tranchant l'obscurité des chambres. Marguerite fut emmenée sans droit aux adieux, sans le temps de prendre un manteau ou de chausser des souliers appropriés. On la mit à l'arrière d'un camion militaire couvert d'une bâche, avec 6 autres femmes qu'elle n'avait jamais vues auparavant, toutes avec le même regard hébété de celles qui n'ont pas encore compris complètement ce qui leur arrive, mais pressentent déjà que quelque chose de terrible les attend au bout de ce voyage. Le trajet dura moins de 20 minutes, mais sembla une éternité, chaque chaos sur la route faisant cogner les corps contre les parois de métal froid, chaque freinage brusque arrachant des soupirs étouffés aux femmes qui tentaient de se retenir où elles pouvaient. Quand le camion s'arrêta finalement et que la bâche fut tirée en arrière, Marguerite vit pour la première fois la façade délabrée de l'ancienne usine textile Roussel & Fils, un bâtiment de briques rouges noirci par la suie et la pluie acide des années de guerre, avec des fenêtres brisées qui ressemblaient à des yeux vides observant l'arrivée de nouvelles victimes. L'usine avait été désaffectée en 1940, juste après l'occupation allemande, quand le propriétaire s'était enfui en Angleterre, en emportant avec lui les plans des machines, et ne laissant derrière lui que les structures de fer rouillées et les halls vides où travaillaient autrefois plus de 200 ouvriers. Mais les Allemands avaient trouvé une utilité à cet espace oublié. Ils avaient transformé le rez-de-chaussée en dépôt de ravitaillement, le premier étage en logement temporaire pour les troupes de passage, et le sous-sol, ce sous-sol humide et froid qui abritait autrefois des chaudières et des cuves de teinture industrielle, en quelque chose qui ne serait jamais mentionné dans les registres officiels de l'occupation. Là, dans ce labyrinthe de couloirs étroits, éclairés par des ampoules faibles qui clignotaient constamment, ils avaient créé un espace où les règles de la guerre ne s'appliquaient pas, où la Convention de Genève n'était qu'un souvenir lointain, et où les femmes françaises disparaissaient pendant des jours, des semaines, ou pour toujours. Marguerite sentit l'odeur avant même de descendre les escaliers. C'était un mélange nauséabond de moisissures, de désinfectants bon marché, de sueur accumulée et de quelque chose de métallique qu'elle reconnut immédiatement comme du sang vieux. Cette odeur spécifique qui colle aux murs et au sol quand il n'y a pas de ventilation adéquate ni d'effort réel de nettoyage. Un soldat allemand en uniforme taché la poussa dans le dos, la faisant trébucher sur la première marche, et elle dut se retenir à la rampe rouillée pour ne pas tomber la face contre le béton. Derrière elle, les autres femmes descendaient en silence, juste le son des pas résonnant dans ce tunnel descendant, et Marguerite réalisa qu'aucune d'elles ne pleurait, aucune ne suppliait, parce que toutes avaient déjà compris qu'en bas les supplications n'avaient aucune valeur. Quand elles arrivèrent au couloir principal du sous-sol, Marguerite vit pour la première fois les portes. Il y en avait 7 au total, distribuées irrégulièrement le long d'un passage
qui s'étendaient sur environ 40 mètres, chacune en métal lourd, avec de petites fenêtres grillagées à hauteur des yeux et des serrures renforcées du côté extérieur. Certaines étaient ouvertes, révélant des cellules minuscules, avec des couchettes de fer et des seaux improvisés comme toilettes. D'autres restaient verrouillées, mais de l'intérieur venaient des sons étouffés, des gémissements bas, des murmures en français qui semblaient des prières incomplètes. Et puis Marguerite vit la porte du fond, la dernière du couloir, celle qui se distinguait de toutes les autres non par sa taille ou sa couleur, mais par le silence absolu qui émanait de son intérieur et par le numéro griffonné à la craie blanche. 47. Si vous écoutez cette histoire maintenant, il est peut-être difficile d'imaginer que des endroits comme celui-ci ont vraiment existé, cachés dans les coins oubliés de l'Europe occupée, opérant dans l'ombre, pendant que la guerre officielle se déroulait sur les champs de bataille et dans les gros titres des journaux. Mais la salle 47 était réelle. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui est arrivé à Marguerite et aux autres femmes qui ont franchi cette porte, laissez un like sur cette vidéo pour soutenir ce travail de mémoire historique et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées, même si cela fait mal de les entendre, car l'oubli est la seconde mort de ceux qui ont souffert. Un officier allemand d'âge moyen, avec des lunettes à monture métallique et une planchette sous le bras, émergea d'une des salles latérales et marcha calmement jusqu'au groupe de prisonnières. Il ne cria pas, ne menaça pas, observa simplement chacune d'elles avec cette froideur professionnelle de celui qui évalue du bétail ou du matériel de laboratoire. Marguerite sentit son regard parcourir son visage, descendre sur son cou, évaluer sa structure physique. Puis il fit une annotation sur la planchette avec un stylo-plume trop cher pour être dans les mains de quelqu'un travaillant dans un sous-sol immonde. L'officier désigna 3 femmes, dont Marguerite, et dit quelque chose en allemand aux soldats de garde. Marguerite ne parlait pas allemand couramment, mais reconnut un mot qui se répéterait de nombreuses fois dans les jours suivants. Versuch, expérience. Les 3 femmes sélectionnées furent séparées du groupe et conduites jusqu'à une salle plus petite, à gauche de la salle 47, où il y avait une table de métal, des instruments médicaux disposés avec précision chirurgicale sur un plateau émaillé, et une forte odeur d'éther qui faisait brûler les yeux. Marguerite, qui était infirmière et connaissait bien l'environnement des procédures médicales, réalisa immédiatement que ce n'était pas un poste de soins commun. Il n'y avait pas de matériel de premier secours, pas de sparadrap, ni de bandage propre, pas le soin basique qu'on a avec des patients. Il y avait des seringues de verre alignées, des flacons avec des liquides de couleur étrange, des étiquettes écrites à la main en allemand avec une terminologie qu'elle ne comprenait pas complètement, et un cahier d'annotation ouvert sur une page remplie de chiffres et de tableaux. Un médecin militaire, portant une blouse blanche tachée de quelque chose qui ressemblait à de l'iode, entra dans la salle sans saluer personne, se lava simplement les mains dans un évier encrassé et commença à préparer une injection. Ce fut à ce moment que Marguerite comprit qu'elle n'était pas là pour être interrogée sur la résistance, qu'elle n'était pas là pour signer des confessions ou dénoncer des compagnons qu'elle ne connaissait même pas. Elle était là parce que son corps jeune et sain était utile d'une autre manière, comme cobaye humain pour des tests qu'aucun gouvernement civilisé n'autoriserait, comme matériel jetable pour des recherches médicales qui seraient plus tard enterrées avec les preuves et les cadavres. Le médecin s'approcha d'elle avec la seringue et Marguerite tenta de reculer, mais 2 soldats la saisirent par les bras avec une force brutale, l'immobilisant complètement. Elle sentit l'aiguille pénétrer la peau de son avant-bras, sentit le liquide froid entrer dans sa veine, et puis sentit une vague de vertige qui la fit chanceler, les jambes cédant, la vision se troublant, et la dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir fut le médecin notant quelque chose dans le cahier, avec la même indifférence de celui qui enregistre la température d'une solution chimique. Marguerite se réveilla sur une couchette étroite en fer, couverte seulement d'une couverture fine, qui sentait la moisissure et la sueur d'autres personnes. Sa tête lancinait d'une douleur sourde qui se propageait de la nuque jusqu'aux yeux, et sa bouche était si sèche que sa langue semblait collée au palais. Elle tenta de se lever, mais son corps ne répondait pas correctement, les muscles faibles et tremblants comme si elle était restée des jours sans manger. Peu à peu, sa vision s'ajusta à la pénombre du lieu, et Marguerite réalisa qu'elle se trouvait dans une cellule partagée avec 5 autres femmes,
toutes allongées sur des couchettes similaires, certaines dormant, d'autres fixant simplement le plafond, avec cette expression vide de celles qui n'attendent plus rien de la vie. Une des femmes, plus âgée, peut-être dans la quarantaine, avec des cheveux grisonnants attachés en chignon défait, se tourna lentement sur la couchette voisine et murmura en français avec un accent du Sud. « N'essayez pas de vous lever rapidement. Ce qu'il nous injecte laisse le corps mou pendant des heures. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez sentir vos orteils à nouveau. » Marguerite regarda la femme et vit des marques de piqûres récentes sur ses bras, de petites taches violettes qui formaient presque une ligne le long de la veine. « Combien de temps suis-je restée inconsciente ?» demanda Marguerite, la voix sortant rauque et faible. La femme eut un sourire triste. « Je ne sais pas. Ici en bas, on perd la notion du temps. Ça peut avoir été quelques heures, ça peut avoir été une journée entière. Ils ne nous laissent pas voir la lumière naturelle et les tours de garde changent sans schéma. Tout est fait pour te désorienter. » La femme se présenta comme Simone Archambault, professeure de littérature de Toulouse, arrêtée 3 semaines plus tôt pour avoir caché des livres interdits par les Allemands dans la bibliothèque de l'école où elle enseignait. Simone raconta, avec ce calme résigné de celle qui a déjà traversé toutes les étapes du désespoir et est arrivée à une sorte d'acceptation fataliste, que la salle 47 était utilisée principalement pour 2 objectifs, les expériences médicales et les interrogatoires violents. Les médecins allemands, selon elle, testaient des vaccins expérimentaux contre le typhus et la dysenterie, maladies qui ravageaient les troupes allemandes sur le front oriental, et utilisaient les prisonnières françaises comme cobayes parce qu'ils considéraient leur vie jetable, sans valeur politique ou militaire significative. Ils nous injectent des choses, et ensuite nous observent les réactions. Ils notent tout. Fièvre, vomissements, convulsions, tout. Certaines femmes ont des réactions terribles, restent des jours à délirer. D'autres ne semblent rien sentir, mais alors ils augmentent la dose et réessaient. Marguerite sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle connaissait des histoires d'expériences médicales nazies, avait entendu des murmures sur ce qui se passait dans les camps de concentration, mais n'avait jamais imaginé que quelque chose comme ça pouvait se passer ici, dans le nord de la France, dans une usine abandonnée à quelques kilomètres de sa ville natale. « Et la salle 47 ?» demanda Marguerite, se souvenant de cette porte silencieuse au fond du couloir. Simone détourna le regard, et pour la première fois, Marguerite vit une peur authentique dans ses yeux. La salle 47 est différente. Ce ne sont pas que des expériences médicales. C'est là qu'ils emmènent les femmes qui essaient de résister ou qu'ils considèrent particulièrement problématiques. Ce qui se passe là-dedans, personne n'en parle beaucoup. Celles qui en reviennent ne veulent pas se souvenir, et beaucoup n'en reviennent pas. Les jours suivants se transformèrent en une routine brutale et déshumanisante. Marguerite était réveillée à des heures irrégulières, parfois à ce qui semblait être l'aube, d'autres fois au milieu de ce qui devait être l'après-midi, toujours par la même routine. 2 soldats ouvrirent la cellule, criaient des noms d'une liste, et les femmes appelées étaient conduites jusqu'à la salle de procédure. Là, le médecin en blouse tachée appliquait des injections, prélevait des échantillons de sang avec des aiguilles épaisses qui laissaient des hématomes douloureux et parfois obligeait les prisonnières à ingérer des liquides au goût amer qui provoquaient des nausées intenses et des diarrhées qui duraient des heures. Marguerite fut soumise à au moins 7 injections différentes pendant les 2 premières semaines, chacune d'elles produisant des effets secondaires qui variaient de fièvre très élevée, qui la faisaient trembler de manière incontrôlée jusqu'à des épisodes de vomissements si violents qu'elle pensait que son estomac allait se retourner. Mais il y avait des méthodes encore plus cruelles appliquées dans ce sous-sol. Marguerite apprit par d'autres prisonnières que certains médecins testaient des techniques de stérilisation forcée, injectant des substances chimiques directement dans l'utérus de jeunes femmes pour vérifier s'ils pouvaient induire une infertilité permanente sans nécessité de chirurgie. Une jeune fille de seulement 19 ans, nommée Colette, fut soumise à cette procédure et passa 3 jours à hurler de douleur dans la cellule, saignant abondamment, jusqu'à ce qu'on l'emmène finalement sur un brancard, et personne ne sut jamais ce qui lui était arrivé. Une autre prisonnière, une femme enceinte de 5 mois qui avait été capturée lors d'une rafle à Saint-Omer, fut utilisée pour tester les effets de radiation contrôlée sur le développement fœtal, et quand le bébé naquit finalement, 3 semaines prématurément,
Le corps minuscule présentait des déformations qui firent même détourner le visage aux soldats de garde. Marguerite, avec sa formation d'infirmière, essayait d'offrir un peu de réconfort aux autres femmes, partageant le peu qu'elle savait sur comment minimiser les infections, comment nettoyer les blessures avec les ressources précaires qu'elles avaient, comment contrôler la fièvre avec des compresses froides d'eau sale. Mais la vérité est qu'elle se sentait complètement impuissante face à l'ampleur de la souffrance autour d'elle. Il y avait des femmes qui ne pouvaient plus marcher correctement à cause de dommages aux nerfs causés par des injections mal appliquées. Il y avait des femmes qui avaient perdu des dents après des infections non traitées dans la bouche. Il y avait des femmes qui abandonnaient simplement de manger, se couchaient sur la couchette et attendaient que la mort arrive, parce que la mort semblait plus digne que de continuer à être utilisée comme animal de laboratoire. Et puis il y avait la salle 47. Marguerite y fut emmenée pour la première fois par une nuit d'avril, quand un officier allemand différent des habituels apparut dans le couloir et la désigna directement. L'homme était plus jeune que les autres, peut-être une trentaine d'années, cheveux blonds peignés en arrière avec de la brillantine, et portait un uniforme impeccablement propre qui contrastait avec la saleté généralisée du sous-sol. Il ne dit rien, fit juste un geste de la main pour qu'elle le suive, et Marguerite, sachant que résister serait inutile et ne résulterait qu'en violence immédiate, se leva de la couchette et marcha derrière lui avec les jambes tremblantes de peur. Simone, du lit voisin, tint brièvement la main de Marguerite quand elle passa, un dernier geste de solidarité humaine, et murmura « Essayez de ne pas montrer la peur. Ils aiment quand on montre la peur. » La porte de la salle 47 fut ouverte par un soldat qui montait la garde en permanence de l'autre côté, et Marguerite entra dans un espace plus grand qu'elle ne s'y attendait, peut-être une vingtaine de mètres carrés, éclairé par des ampoules nues suspendues au plafond qui faisaient des ombres dures sur les murs de béton écaillé. Le sol était couvert de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché, et au centre il y avait une table de bois lourde avec des sangles de cuir attachées sur les côtés. Il n'y avait pas d'instruments médicaux là, pas de seringues, ni de flacons de substances chimiques. Il y avait seulement cette table, ces sangles, et 3 soldats allemands qui l'observaient, avec des expressions que Marguerite reconnut immédiatement comme prédatrices, ce regard qu'elle avait vu auparavant chez des hommes qui ne voyaient pas les femmes comme des êtres humains, mais comme des objets disponibles pour usage. Ce qui se passa dans les heures suivantes, à l'intérieur de la salle 47, fut quelque chose que Marguerite ne put jamais décrire complètement, même des décennies plus tard, quand elle trouva finalement le courage de parler de cette période de sa vie. Elle se souvenait de fragments, d'être forcée à se déshabiller, pendant qu'un des soldats riait de quelque chose que l'autre avait dit en allemand, de sentir les sangles de cuir serrer ses poignets et ses chevilles jusqu'à couper la circulation, de crier jusqu'à ce que sa voix lâche et réaliser que personne ne viendrait t'aider, parce qu'en bas les cris étaient si communs qu'ils devenaient juste un bruit de fond de plus. Elle se souvenait de l'odeur de sueur et d'alcool bon marché dans l'haleine des hommes, de la douleur physique qui semblait ne pas avoir de fin, et de l'humiliation profonde d'avoir son corps utilisé comme s'il ne lui appartenait pas, comme si elle n'était rien d'autre qu'un objet jetable qui serait jeté dès qu'il perdrait son utilité. Quand ils la retirèrent finalement de la table et la jetèrent de retour dans la cellule, Marguerite ne pouvait plus marcher correctement. Simone et une autre prisonnière l'aidèrent à monter sur la couchette, nettoyèrent le sang de ses jambes avec des chiffons mouillés et restèrent à ses côtés en silence parce qu'il n'y avait pas de mots adéquats pour ce type de souffrance. Marguerite passa 3 jours sans réussir à manger quoi que ce soit de solide, le corps entier douloureux, comme si elle avait été battue, et quand elle réussit finalement à se lever et à aller jusqu'au seau qui servait de toilette, elle vit qu'elle saignait encore, de petites taches rouges qui tachaient le seul vêtement qui lui restait. La vie dans le sous-sol de l'usine textile de Lille se poursuivait sans schéma prévisible, ce qui faisait partie de la stratégie pour briser psychologiquement les prisonnières. Il n'y avait pas d'horaire fixe pour les repas, qui consistaient généralement en une soupe claire, avec des morceaux de pommes de terre pourries et du pain dur qui avait un goût de sciure. Il n'y avait pas de bain régulier, seulement des seaux d'eau froide que les femmes utilisaient pour se laver comme elles pouvaient, toujours surveillées par des soldats qui faisaient des commentaires obscènes en allemand et riaient entre eux. Il n'y avait pas de lumière naturelle, pas de calendrier, pas de moyen de savoir s'il faisait jour ou nuit dehors, et cette désorientation temporelle
faisait que beaucoup de prisonnières perdaient complètement la notion du temps qu'elles passaient là, si des semaines ou des mois s'étaient écoulés depuis leur capture. Marguerite commença à faire de petites marques sur le mur de béton avec un fragment de métal qu'elle avait trouvé par terre, une marque pour chaque fois qu'elle se réveillait de ce qu'elle supposait être une période de sommeil, essayant de créer une structure mentale qui l'aiderait à maintenir sa santé mentale. D'après ce qu'elle pouvait calculer, environ 6 semaines s'étaient écoulées dans cet enfer souterrain et son corps montrait les signes accumulés de l'abus constant. Elle avait perdu au moins 10 kilos. Ses cheveux commençaient à tomber par touffes à cause de la malnutrition et du stress extrême, et elle avait une toux persistante qui empirait la nuit à cause de l'humidité du sous-sol. Mais le pire n'étaient pas les marques physiques. Le pire était de sentir qu'elle perdait des morceaux d'elle-même, que la Marguerite qui avait été infirmière dévouée, fille aimante, jeune femme avec des rêves de se marier un jour et d'avoir des enfants, était lentement effacée et remplacée par une version vide, mécanisée, qui réagissait seulement aux ordres et survivait par instinct animal. D'autres femmes ne parvinrent pas à maintenir même cela. Marguerite fut témoin de 2 prisonnières emmenées après des crises psychotiques, l'une d'elles criant qu'elle voyait des anges au plafond, l'autre répétant le même nom des dizaines de fois jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Elle fut témoin d'une jeune étudiante de Lyon essayant de se pendre avec ses propres vêtements en lambeaux, et elle n'y parvint que parce que Simone s'en aperçut à temps et appela à l'aide. Les Allemands la retirèrent de la cellule, lui appliquèrent une sorte de sédatif, et quand ils la ramenèrent des heures plus tard, la jeune fille avait les yeux vitreux et marchait comme un zombie, complètement droguée avec une substance quelconque qui la maintenait docile et non réactive. Mais il y eut aussi des moments de résistance silencieuse, de petits actes de solidarité qui maintenaient vivante l'humanité des prisonnières. Simone organisait des séances de poésie murmurée la nuit, récitant de mémoire des vers de Baudelaire et Rimbaud, et d'autres femmes contribuaient avec des chansons folkloriques de leur région, chantées si bas qu'on les entendait à peine, juste pour se rappeler qu'elles étaient encore françaises, qu'elles avaient encore une culture et une histoire et une identité qu'aucun Allemand ne pourrait arracher complètement. Une paysanne de Bretagne, arrêtée pour avoir caché des grains qu'elle aurait dû livrer comme tribut aux forces d'occupation, partageait les rares portions de pain qu'elle recevait avec les plus faibles, même quand elle-même mourait de faim. Et Marguerite utilisait ses connaissances médicales pour enseigner aux autres femmes des techniques basiques d'hygiène et de premiers secours, de petits savoirs qui faisaient parfois la différence entre survivre et succomber aux infections. Ce fut pendant une de ces conversations nocturnes que Marguerite apprit l'histoire de Geneviève Laurent, une des premières prisonnières emmenées à la salle 47, des mois avant l'arrivée de Marguerite. Geneviève avait 29 ans, était professeure de piano à Arras et fut arrêtée après qu'un voisin collaborationniste l'eût dénoncée pour avoir soi-disant écouté des transmissions illégales de la BBC. Elle passa 4 mois dans le sous-sol, étant utilisée pour des expériences avec des drogues expérimentales que les médecins allemands testaient pour potentialiser la résistance des soldats à la fatigue sur le front oriental. Geneviève reçut des doses très élevées d'amphétamines et d'autres substances stimulantes, resta des jours sans dormir sous observation médicale, et quand son cœur entra finalement en arythmie grave, ils la laissèrent simplement mourir dans la cellule, sans aucune tentative de réanimation. Son corps fut retiré sur un brancard couvert d'une bâche et n'apparut jamais dans les registres officiels de décès de l'occupation. Des histoires comme celle de Geneviève étaient innombrables. Marguerite entendit parler de Thérèse Bonnet, une sage-femme de 52 ans d'Amiens, qui fut soumise à des expériences d'hypothermie pour tester combien de temps un être humain pouvait survivre dans l'eau glacée avant d'entrer en choc thermique fatal. Elle entendit parler d'Isabelle Rousseau, une jeune ouvrière textile de 19 ans, qui fut infectée délibérément avec des bactéries de typhus pour tester l'efficacité d'un antibiotique expérimental et qui mourut de septicémie généralisée après 10 jours de fièvre très élevée et de délire. Elle entendit parler d'Émilie Garnier, une étudiante en médecine de 23 ans qui ironiquement avait suffisamment de connaissances pour comprendre exactement ce que les médecins allemands faisaient avec elle et qui tenta de résister en expliquant en allemand précaire que ce qu'il faisait violait toutes les normes médicales internationales, mais fut brutalement battue et emmenée à la salle 47, d'où elle sortit 3 jours plus tard si traumatisée
qu'elle ne put plus jamais parler. Les récits se multipliaient dans l'obscurité de ces cellules humides. Chaque femme portait en elle le poids de souvenirs qu'elle aurait préféré ne jamais avoir. Marguerite apprit l'existence de Claire Fontaine, une bibliothécaire de 36 ans de Valenciennes, arrêtée pour avoir prêté des livres interdits à des étudiants. Claire fut utilisée dans des tests de privation sensorielle, enfermée dans une pièce complètement noire et silencieuse pendant des jours, nourrie uniquement par un tube, jusqu'à ce qu'elle commence à avoir des hallucinations auditives et visuelles si intenses que même après sa libération de cette pièce, elle ne parvint jamais à retrouver complètement sa lucidité. Les médecins allemands documentaient méticuleusement ses réactions, prenant des notes sur la détérioration progressive de son état mental, comme si elle n'était qu'un sujet d'étude fascinant, plutôt qu'un être humain en souffrance. Il y avait aussi l'histoire d'Hélène Moreau, aucune relation avec Marguerite malgré le nom similaire, une couturière de 43 ans de Dunkerque qui fut capturée alors qu'elle cousait des uniformes civils pour des membres de la résistance. Hélène fut soumise à des injections répétées d'une substance que les médecins allemands appelaient simplement composé B7, un mélange chimique dont personne ne connaissait vraiment la composition exacte. Les effets furent dévastateurs. Hélène développa des tremblements incontrôlables dans les mains, perdit progressivement la vision d'un œil, et ses cheveux tombèrent complètement en l'espace de 2 semaines. Quand les médecins réalisèrent qu'elle n'avait plus d'utilité pour leurs tests, ils cessèrent simplement de la nourrir correctement, et Hélène mourut de faim combinée aux effets toxiques accumulés des substances injectées. Chaque matin, quand les prisonnières se réveillaient, il y avait toujours cette angoisse de ne pas savoir qui serait appelé ce jour-là, qui serait traîné vers la salle de procédure, ou pire encore, vers la salle 47. Les soldats semblaient choisir au hasard parfois, d'autres fois ils sélectionnaient délibérément les femmes qui montraient encore des signes de résistance ou de force physique. Marguerite remarqua que les plus fragiles, celles qui étaient déjà affaiblies au point de ne presque plus pouvoir marcher, étaient généralement laissées tranquilles, comme si elles n'avaient plus aucune valeur, même comme cobayes. Cette réalisation cruelle fit comprendre à Marguerite que leur survie dépendait d'un équilibre impossible, être assez forte pour ne pas mourir, mais assez faible pour ne pas être considérée utile pour de nouvelles expériences. En juin 1943, il y eut un changement significatif dans la dynamique du sous-sol. De nouvelles prisonnières arrivèrent, parmi elles, plusieurs femmes capturées pendant une grande rafle de la Gestapo à Roubaix, la ville natale de Marguerite. Parmi ces nouvelles prisonnières se trouvait une jeune fille que Marguerite reconnut immédiatement. C'était Véronique Petit, fille du boulanger de la rue où Marguerite avait grandi, une enfant que Marguerite avait vue grandir depuis son plus jeune âge et qui maintenant, à 16 ans, avait été arrêtée pour avoir distribué des tracts de la résistance à l'école. Voir Véronique là, avec ce regard terrifié de celle qui ne comprend pas encore l'étendue du cauchemar dans lequel elle est entrée, réveilla en Marguerite une fureur protectrice qu'elle ne savait pas encore avoir. Marguerite serra la jeune fille dans ses bras, murmura des mots de réconfort auxquels elle-même ne croyait pas complètement, et promit qu'elle ferait tout en son pouvoir pour la protéger. Mais il y avait peu que Marguerite pouvait faire. Véronique fut sélectionnée pour des expériences dès le 2e jour, et Marguerite assista impuissante pendant qu'on traînait la jeune fille vers la salle de procédure. Quand Véronique revint, des heures plus tard, elle vomissait violemment et avait des marques d'injection sur les 2 bras. Marguerite tint ses cheveux pendant qu'elle vomissait dans le seau, nettoya son front avec de l'eau froide, et pria pour la première fois depuis des années, demandant à Dieu de donner à la jeune fille la force de survivre. Véronique survécut à cette nuit-là, mais fut emmenée 5 autres fois pour des procédures dans les semaines suivantes, et à chaque retour, elle était plus faible, plus éteinte, jusqu'à ce qu'un matin elle ne se réveille simplement pas, son petit corps maigre déjà froid, quand Simone essaya de la secouer pour la distribution du pain. La mort de Véronique brisa quelque chose à l'intérieur de Marguerite. Elle réalisa que si elle continuait seulement à survivre passivement, seulement à réagir à ce que les Allemands imposaient, elle finirait comme Véronique, comme Geneviève, comme toutes les autres dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les registres officiels, effacées de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. Marguerite commença à prêter plus attention au schéma de déplacement des gardes, aux horaires auxquels l'officier médical arrivait et partait, aux petites incohérences dans la routine qui pourraient représenter des vulnérabilités.
Elle partagea ses observations avec Simone et avec d'autres prisonnières de confiance. Et ensemble, elles commencèrent à élaborer un plan qui était presque suicidaire, mais semblait préférable à simplement attendre la mort. Elles tenteraient de s'évader. Le plan dépendait de plusieurs facteurs s'alignant parfaitement. Premièrement, elles avaient besoin d'une nuit où il y aurait moins de gardes dans le sous-sol, ce qui arrivait généralement quand des troupes étaient détachées pour des opérations dans d'autres villes de la région. Deuxièmement, elles devaient créer une distraction qui attirerait les gardes loin des cellules principales. Troisièmement, elles devaient obtenir l'accès à l'escalier qui menait au rez-de-chaussée, et ensuite trouver une sortie du bâtiment avant que l'alarme ne soit donnée et que les renforts n'arrivent. Les chances de succès étaient minimes et toutes savaient que si elles étaient capturées au milieu de la fuite, la punition serait pire que tout ce qu'elles avaient déjà subi. Mais l'alternative était de continuer là, étant lentement détruite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'humain en elles. Les jours qui précédèrent la tentative d'évasion furent remplis d'une tension presque insupportable. Marguerite et les autres femmes impliquées dans le plan devaient continuer à agir normalement, à ne montrer aucun signe qu'elles préparaient quelque chose, tout en restant constamment vigilantes pour identifier le moment opportun. Elles récupérèrent secrètement de petits objets qui pourraient servir d'armes improvisées, des fragments de métal, un morceau de tuyau détaché d'un lavabo cassé, même une lourde pierre qu'une des prisonnières avait trouvée dans un coin du couloir. Ces objets furent cachés sous les couchettes, enveloppés dans des chiffons pour ne pas faire de bruit s'ils bougeaient accidentellement. Simone, avec son expérience de professeur habitué à organiser et à planifier, devint naturellement la coordinatrice principale du plan. Elle assigna des rôles spécifiques à chaque femme participante. Certaines seraient responsables de créer la distraction, d'autres de maîtriser les gardes si nécessaire, d'autres encore de guider le groupe vers la sortie une fois qu'ils auraient atteint le rez-de-chaussée. Marguerite, avec ses connaissances médicales et sa capacité à rester relativement calme sous pression, fut désignée pour s'occuper de toute blessure immédiate qui pourrait survenir pendant la tentative. Toutes savaient que les chances de toutes survivre étaient pratiquement nulles, mais l'espoir de voir au moins quelques-unes réussir à s'échapper et à témoigner de ce qui se passait dans ce sous-sol justifiait le risque. L'opportunité se présenta par une nuit de juillet quand un bombardement allié toucha une gare ferroviaire à environ 15 km de l'île, et la moitié des soldats de la garnison fut mobilisée pour aider au contrôle des incendies et à la sécurité de la zone. Il ne resta que 3 gardes dans le sous-sol, et l'un d'eux était le jeune soldat que Marguerite avait déjà observé s'endormir pendant son tour de garde lors de nuits précédentes. Simone provoqua un effondrement simulé, tombant sur le sol de la cellule et convulsant de manière convaincante. Et quand le garde ouvrit la porte pour vérifier ce qui se passait, 2 autres prisonnières l'attaquèrent avec le morceau de tuyau métallique qu'elles avaient réussi à détacher d'un lavabo cassé. Le soldat tomba, sa tête heurtant violemment le béton, et perdit connaissance avant même de pouvoir crier. Marguerite prit la clé du trousseau attaché à la ceinture du soldat, ouvrit les autres cellules, et en quelques minutes, il y avait 14 femmes dans le couloir, toutes fragiles, mal nourries, traumatisées, mais animées par une dernière étincelle de volonté de vivre. Elles montèrent l'escalier en file silencieuse, chaque pas mesuré avec soin pour ne pas faire de bruit, les cœurs battant si fort qu'il semblait que les Allemands pourraient l'entendre même à distance. Elles arrivèrent au rez-de-chaussée, où le dépôt de ravitaillement était plongé dans la pénombre, et Marguerite guida le groupe vers une porte latérale qu'elle avait vue être utilisée par des soldats pour sortir fumer. Ce fut là, à quelques mètres de la liberté, que tout s'effondra. Un officier allemand qui revenait des toilettes surgit dans le couloir, vit le groupe de prisonnières en fuite et cria l'alarme avant qu'aucune d'elles ne puisse réagir. En quelques secondes, des soldats apparurent de tous les côtés, armes pointées, cris en allemand résonnant dans le bâtiment. Certaines femmes essayèrent de courir quand même, mais furent renversées par des coups de crosse de fusil. D'autres abandonnèrent simplement et s'agenouillèrent par terre, sachant que résister serait inutile. Marguerite regarda la porte latérale, si proche, et pendant une seconde considéra courir, tenter sa chance. Mais alors elle vit Simone être battue par un soldat et ne put l'abandonner. Toutes furent ramenées au sous-sol, mais pas dans les cellules communes. Cette fois, elles furent toutes enfermées dans la salle 47.
Ce qui se passa dans la salle 47 cette nuit de juillet 1943 fut la punition collective la plus brutale que les Allemands appliquèrent pendant toute l'occupation de ce sous-sol. Les 14 femmes qui tentèrent de s'évader furent enfermées dans le même espace de 20 mètres carrés, sans eau, sans nourriture, sans toilette, et avec la porte verrouillée de l'extérieur. La température dans le sous-sol était déjà naturellement élevée à cause de l'été, mais dans la salle 47, sans ventilation adéquate, la chaleur devint insupportable. Marguerite sentit, dans les premières heures, la sueur couler sur son corps, la soif commençait à serrer sa gorge et le désespoir grandir, alors qu'elle réalisait que les Allemands n'avaient pas l'intention d'ouvrir cette porte de sitôt. Les femmes essayèrent de se relayer près de la petite fente, au bas de la porte, où entrait un mince filet d'air, mais ce n'était pas suffisant pour que 14 personnes respirent confortablement. Certaines commencèrent à hyperventiler à cause de la panique, ce qui aggravait la consommation d'oxygène. Simone, toujours la plus rationnelle, essaya de maintenir toute calme, suggérant qu'elles restent assises, respirant lentement, économisant l'énergie. Mais au fur et à mesure que les heures passaient et qu'aucun soldat n'apparaissait pour les libérer ou au moins donner de l'eau, la panique s'installa de manière irréversible. La chaleur étouffante transformait la salle en un four humain. Les corps serrés les uns contre les autres aggravaient la situation, chaque respiration semblant consommer le peu d'oxygène disponible. Marguerite sentait sa propre sueur tremper ses vêtements en lambeaux, sa langue gonflant dans sa bouche desséchée, et une migraine lancinante s'installait derrière ses yeux. Certaines femmes commencèrent à gémir doucement, d'autres pleuraient en silence, les larmes traçant des sillons sur leurs visages sales. L'obscurité presque totale de la salle, éclairée seulement par une faible lueur qui filtrait sous la porte, rendait l'expérience encore plus cauchemardesque. Chaque femme enfermée dans sa propre terreur, tout en étant physiquement collée aux autres. À la deuxième nuit, une des femmes les plus âgées, qui était déjà affaiblie par des expériences antérieures, commença à délirer, parlant à des personnes qui n'étaient pas là, appelant des enfants qu'elle ne reverrait probablement jamais. Marguerite essaya de la réconforter, mais sans eau, sans médicaments, sans rien d'autre que des mots, il y avait peu qu'elle pouvait faire. La femme s'éteignit le 3e jour, son corps cédant simplement au stress extrême, à la déshydratation et à l'épuisement. Et les autres prisonnières durent cohabiter avec le cadavre pendant 2 jours supplémentaires, jusqu'à ce que finalement la porte soit ouverte. L'odeur devint rapidement insupportable. Le corps en décomposition, combiné aux déjections que les femmes n'avaient eu d'autre choix que de faire dans un coin de la salle, créait une puanteur qui donnait la nausée même à celles qui avaient l'estomac le plus solide. Marguerite essaya de respirer par la bouche, mais cela ne faisait qu'empirer les choses, le goût nauséabond se déposant sur sa langue. Elle vit plusieurs femmes vomir, ce qui aggravait leur déshydratation déjà critique. Certaines commencèrent à avoir des hallucinations, voyant de l'eau là où il n'y en avait pas, parlant de fontaines et de rivières qui n'existaient que dans leurs esprits tourmentés par la soif. Simone, malgré sa propre souffrance, essayait de maintenir un semblant d'ordre et d'espoir. Elle récitait des poèmes d'une voix rauque, encourageait les femmes à penser à leur famille, à des souvenirs heureux, à tout ce qui pourrait les aider à tenir encore un peu. Mais même sa force remarquable commençait à faiblir. Marguerite la vit, lors de la 4e nuit, s'effondrer contre le mur, les yeux clos, les lèvres craquelées et saignantes, murmurant des mots qui n'avaient plus de sens. Marguerite rampa jusqu'à elle, prit sa main osseuse et resta ainsi 2 femmes au bord de la mort se donnant mutuellement la seule chose qui leur restait, la présence humaine. Au 5e jour, quand les soldats ouvrirent finalement la salle 47, ils trouvèrent 3 femmes mortes, 9 gravement affaiblies, et 2 dont Marguerite et Simone qui parvenaient encore à se tenir debout, bien que difficilement. Les survivantes furent traînées hors de la salle, leurs jambes ne pouvant plus les porter correctement, et furent ramenées dans les cellules. On leur donna de l'eau, mais certaines burent trop vite et vomirent immédiatement, leurs estomacs ne pouvant plus gérer l'ingestion rapide, après tant de jours de privation. Marguerite but lentement, forçant son corps à accepter le liquide par petites gorgées, sachant que c'était la seule façon de survivre. Dans les jours qui suivirent, Marguerite remarqua des changements significatifs dans le sous-sol. Il y avait moins de gardes, moins de médecins faisant leur ronde, moins d'expériences menées.
Les Allemands étaient clairement en train de préparer quelque chose, et les prisonnières commencèrent à entendre des rumeurs murmurées entre les soldats sur l'avancée des forces alliées. Le jour J avait eu lieu en juin, et maintenant, en août 1944, les troupes alliées progressaient à travers la France. L'espoir, ce sentiment que beaucoup de femmes pensaient avoir perdu à jamais, commença timidement à renaître. Mais avec cet espoir venait aussi une nouvelle terreur. Que feraient les Allemands des prisonnières quand ils devraient évacuer? Les rumeurs circulaient dans les cellules sur des massacres dans d'autres installations, sur des prisonniers exécutés pour ne laisser aucun témoin. Marguerite et Simone discutaient à voix basse de cette possibilité, se demandant s'ils avaient survécu à tout cela seulement pour être abattus dans les derniers jours de l'occupation. Cette incertitude était peut-être pire que les expériences elles-mêmes, cette attente angoissante de découvrir leur sort. Puis, par une matinée brumeuse d'août, les portes des cellules s'ouvrirent brusquement. Un officier allemand que Marguerite n'avait jamais vu auparavant cria en français approximatif que toutes les prisonnières devaient sortir immédiatement. Les femmes, confuses et terrifiées, se regardèrent, ne sachant pas si c'était leur exécution qui les attendait ou autre chose. Mais quand elles arrivèrent dans le couloir, au lieu d'être alignées contre un mur, elles furent simplement poussées vers l'escalier. « Partez, disparaissez !» cria l'officier en allemand, et un des soldats plus jeunes traduisit grossièrement en français. Marguerite et les autres survivantes grimpèrent l'escalier en trébuchant, leurs jambes affaiblies peinant à supporter leur propre poids. Quand elles émergèrent au rez-de-chaussée, puis à l'extérieur du bâtiment, la lumière du soleil était si brillante après des mois dans l'obscurité qu'elle leur fit mal aux yeux. Certaines femmes duraient se couvrir le visage, leurs yeux s'étant tellement habitués à la pénombre qu'ils ne pouvaient plus tolérer la clarté naturelle. Marguerite cligna des yeux plusieurs fois, laissant sa vision s'ajuster progressivement, et quand elle put finalement voir clairement, elle réalisa qu'elles étaient vraiment libres, que les Allemands les avaient simplement jetées dehors comme des déchets dont ils n'avaient plus besoin. Les femmes se dispersèrent lentement, chacune marchant dans une direction différente, certaines s'effondrant après quelques pas seulement, leur corps trop faible pour aller plus loin. Marguerite voulait courir, s'éloigner le plus possible de cet endroit maudit, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Elle avança en titubant dans les rues de l'île, méconnaissable, maigre comme un squelette, ses cheveux tombés en laissant des plaques chauves sur son crâne, sa peau marquée de cicatrices, d'hématomes et de plaies infectées. Les quelques civils qu'elle croisa détournèrent le regard, soit par peur, soit par incapacité à affronter la preuve vivante de l'horreur qui s'était déroulée si près de chez eux. Il lui fallut 3 jours pour atteindre la maison d'une tante éloignée qui vivait encore dans la ville. La tante ouvrit la porte, regarda Marguerite pendant un long moment sans la reconnaître, puis porta ses mains à sa bouche en étouffant un cri quand elle réalisa enfin qui était cette créature squelettique sur son seuil. Elle fit entrer Marguerite, la lava avec une douceur infinie, la nourrit de bouillon clair que l'estomac de Marguerite pouvait à peine tolérer, et pleura silencieusement en voyant l'étendue des dommages infligés à sa nièce. Il fallut des semaines avant que Marguerite soit suffisamment rétablie pour entreprendre le voyage vers Roubaix, vers la maison de ses parents. Quand elle arriva finalement, sa mère ouvrit la porte et resta figée, les yeux écarquillés. « Marguerite » murmura-t-elle, comme si elle avait peur que prononcer le nom trop fort fasse disparaître l'apparition. « C'est toi. » Le père de Marguerite arriva derrière sa femme, et lui aussi mit du temps à reconnaître leur fille. La jeune femme vive et souriante, qui était partie 17 mois auparavant, était revenue transformée en une ombre brisée, vieillie prématurément, portant dans ses yeux une obscurité que ni le temps ni l'amour ne pourraient complètement effacer. Marguerite essaya de reprendre une vie normale, mais découvrit rapidement que c'était impossible. Elle ne pouvait plus travailler comme infirmière, les hôpitaux déclenchant des crises de panique insurmontables qui la faisaient vomir et trembler. L'odeur du désinfectant, les couloirs carrelés, les uniformes blancs, tout lui rappelait le sous-sol et les médecins allemands avec leurs seringues et leurs cahiers d'observation. Elle ne pouvait pas non plus dormir normalement. Réveillée chaque nuit par des cauchemars où elle se retrouvait encore dans la salle 47, attachée à cette table, entendant les rires des soldats et sentant la douleur qui ne finissait jamais. Les années passèrent lentement. Marguerite ne se maria jamais, incapable d'envisager l'intimité physique après ce qu'elle avait subi. Elle n'eut jamais d'enfant.
en partie parce que les expériences médicales avaient endommagé son système reproductif au point de rendre une grossesse presque impossible, en partie parce qu'elle ne pouvait pas imaginer mettre un enfant au monde après avoir vu tant de cruauté humaine. Elle vécut discrètement, travaillant comme couturière dans un petit atelier, évitant les conversations profondes, gardant ses secrets enfermés dans les coins les plus sombres de sa mémoire. Mais Marguerite fit une seule chose qui garantit que l'histoire de la salle 47 ne serait pas complètement effacée de l'histoire. En 1947, quand les souvenirs étaient encore douloureux, mais suffisamment organisés dans son esprit pour être mis sur papier, elle s'assit à la table de la cuisine de ses parents et écrivit. Elle écrivit pendant des semaines, remplissant cahier après cahier d'une écriture serrée et tremblante, documentant tout ce dont elle se souvenait. Elle nota les noms des femmes qui étaient mortes, celles qui avaient survécu, les descriptions physiques des médecins et des officiers allemands, les détails des expériences menées, l'emplacement exact du sous-sol, le numéro de la salle, les dates approximatives, tout ce qui pourrait un jour servir de preuve que ces horreurs avaient vraiment eu lieu. Simone Archambault, qui avait survécu et était retournée vivre à Marseille, fit de même. Les deux femmes correspondirent pendant des années, comparant leurs souvenirs, comblant les lacunes de la mémoire de l'une avec les détails conservés par l'autre. Ensemble, elles créèrent le document le plus complet existant sur ce qui s'était passé dans le sous-sol de l'usine textile de Lille. Mais aucune des deux n'osa publier ce document de leur vivant. La France d'après-guerre voulait tourner la page, se reconstruire, oublier les parties les plus sombres de l'occupation. Les témoignages sur la collaboration, sur les atrocités spécifiques, sur les souffrances individuelles, étaient souvent reçus avec gêne ou incrédulité. Marguerite cacha son manuscrit dans une boîte métallique qu'elle enterra dans le jardin de la maison familiale, sous le vieux pommier où elle jouait enfant. Elle laissa des instructions dans son testament pour que la boîte ne soit ouverte qu'après sa mort, espérant qu'à ce moment-là, le monde serait prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. Simone fit quelque chose de similaire, confiant son propre témoignage à sa nièce, avec l'instruction de ne le rendre public que bien des années plus tard. Marguerite Delorme vécut jusqu'en 1998, atteignant l'âge de 79 ans. Elle mourut de cause naturelle dans son sommeil, une mort paisible qui contrastait cruellement avec la violence qu'elle avait endurée dans sa jeunesse. Sa nièce, en vidant la maison pour la vente, se souvint des instructions du testament et creusa sous le pommier. Elle trouva la boîte métallique, rouillée par les décennies mais toujours scellée, et à l'intérieur, les cahiers de Marguerite, leurs pages jaunies mais leurs mots toujours lisibles. Le document fut remis au musée de la Résistance de Lille, où des historiens l'examinèrent avec soin. Ils vérifièrent les faits croisés avec d'autres archives de la période, contactèrent Simone Archambault, qui était encore vivante à Marseille, et confirmèrent l'authenticité du témoignage. Simone, alors âgée de 85 ans, accepta de rencontrer les historiens et corrobora chaque détail du récit de Marguerite, ajoutant ses propres observations et se souvenant de femmes dont Marguerite n'avait pas noté les noms. L'histoire de la salle 47 fut finalement rendue publique en 2001 lors d'une exposition spéciale au musée intitulée « Les ombres de l'occupation, témoignages retrouvés ». L'exposition attira une attention considérable, pas seulement en France, mais internationalement. Des chercheurs commencèrent à enquêter sur d'autres sites similaires qui avaient pu exister, réalisant que la salle 47 n'était probablement pas un cas isolé, mais un exemple d'un réseau plus large d'installations clandestines où les nazis conduisaient des expériences illégales sur des prisonniers civils. Des 28 femmes identifiées dans les témoignages de Marguerite et Simone, seulement 6 survécurent à la guerre. Les autres moururent dans le sous-sol, victimes d'expériences, de maladies, de malnutrition ou de violences directes. Aucun soldat allemand ne fut spécifiquement poursuivi pour les crimes commis dans la salle 47, en partie parce que la majorité des registres avaient été détruits pendant le retrait, en partie parce que beaucoup des victimes étaient mortes ou trop traumatisées pour témoigner devant un tribunal. Aujourd'hui, l'ancienne usine textile de Lille n'existe plus. Elle fut démolie en 2003 pour faire place à un complexe résidentiel moderne. Mais en 2005, grâce aux efforts du musée et des familles et des victimes, une plaque commémorative fut installée sur le site. Elle porte les noms des 28 femmes identifiées et l'inscription simple
à la mémoire des femmes qui ont souffert dans le sous-sol de ce lieu. Que leur courage ne soit jamais oublié. L'histoire de la salle 47 nous rappelle une vérité inconfortable. Pendant la guerre, l'horreur ne se limite pas aux champs de bataille. Elle se cache aussi dans les sous-sols, dans les pièces sans fenêtres, dans les endroits que les cartes officielles ne montrent pas. Elle vit dans les expériences médicales menées sans consentement, dans la violence systématique contre les plus vulnérables, dans le silence des témoins qui détournent le regard, parce que reconnaître la vérité est trop douloureux. Marguerite Delorme et Simone Archambault refusèrent ce silence. Elles portèrent leurs témoignages à travers des décennies, les gardant en sécurité jusqu'à ce que le monde soit prêt à les entendre. Leur courage ne résidait pas seulement dans leur survie face à une brutalité inimaginable, mais dans leur détermination à s'assurer que les femmes qui moururent dans ce sous-sol ne disparaîtraient pas complètement de l'histoire, que leur nom serait prononcé à nouveau, que leur souffrance serait reconnue. La salle 47 exista. Les femmes qui y souffrirent existèrent, et leur voix, à même 70 ans plus tard, résonnent encore, nous rappelant que la dignité humaine est fragile, que la cruauté peut se cacher dans les coins les plus sombres de l'histoire, et que le courage de survivre et de témoigner est, parfois, le seul acte de résistance possible quand le monde entier semble avoir tourné le dos. Cette histoire n'est pas seulement celle de Marguerite, de Simone, de Véronique, de Geneviève, ou des 24 autres femmes dont nous connaissons les noms. C'est aussi l'histoire de toutes celles dont les noms ont été perdus, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, dont les familles ont passé le reste de leur vie à se demander ce qui était arrivé à leurs filles, leurs sœurs, leurs mères. C'est l'histoire de la mémoire elle-même, de notre responsabilité collective de ne pas oublier, même quand ce souvenir fait mal, même quand l'oubli semble plus facile. Car si nous oublions, nous permettons que ces horreurs se reproduisent. Mais si nous nous souvenons, si nous racontons ces histoires, si nous prononçons ces noms, nous honorons non seulement les morts, mais aussi les survivantes qui ont trouvé la force de témoigner. Et nous nous rappelons à nous-mêmes que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, il y a toujours eu des gens qui ont choisi de résister, de survivre, et de s'assurer que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, soit finalement révélée. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une histoire du passé, c'est un témoignage arraché au silence, préservé par des femmes qui refusèrent que leur souffrance soit effacée de la mémoire collective. Marguerite Delorme et Simone Archambault ont porté ces souvenirs pendant des décennies, attendant le moment où le monde serait prêt à écouter, à comprendre, à ne plus détourner le regard. Leur courage ne résidait pas seulement dans leur capacité à survivre à l'horreur de la salle 47, mais dans leur détermination farouche à s'assurer que les 22 femmes qui moururent dans ce sous-sol ne disparaîtraient pas dans l'oubli, que leur nom continuerait d'être prononcé, que leur vie aurait compté pour quelque chose. Aujourd'hui, en écoutant cette histoire, vous devenez partie de cette chaîne de mémoire. Vous êtes maintenant dépositaire de ces témoignages, gardien d'une vérité que certains auraient préféré voir enterrée à jamais. Chaque fois que nous racontons ces histoires, chaque fois que nous refusons l'oubli commode, nous accomplissons l'acte de résistance que ces femmes ont commencé dans les cellules humides de l'île. Nous disons que leur vie avait de la valeur, que leurs souffrances ne furent pas vaines, que l'humanité ne peut avancer qu'en reconnaissant honnêtement ces moments les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous quelque chose d'essentiel sur la dignité humaine et la fragilité de nos libertés, laissez un like sur cette vidéo pour que l'algorithme permette à d'autres personnes de découvrir ces témoignages oubliés. Chaque like est un acte de mémoire, une façon de dire que ces femmes comptent encore, que leur histoire mérite d'être connue. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir ces récits historiques que le temps a tenté d'effacer, mais que la vérité refuse de laisser mourir. Et surtout, écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez en ce moment. Dites-nous quel pays, quelle ville vous habite pendant que vous entendez l'histoire de Marguerite et de toutes ces femmes de la salle 47. Partagez vos réflexions, vos émotions, ce que cette histoire éveille en vous. Car c'est dans ces conversations, dans cet échange entre des personnes du monde entier qui refusent l'oubli, que la mémoire devient véritablement vivante. Votre commentaire n'est pas juste une interaction sur une vidéo, c'est votre façon de témoigner que vous avez entendu, que vous avez compris, que vous vous souvenez. La salle 47 n'existe plus physiquement,
Les murs ont été démolis, le sous-sol a été comblé, et des appartements modernes occupent maintenant cet espace qui fut autrefois un lieu de cauchemar. Mais tant que nous racontons cette histoire, tant que nous prononçons les noms de Marguerite Delorme, Simone Archambault, Véronique Petit, Geneviève Laurent et toutes les autres, la salle 47 continue d'exister dans notre mémoire collective, non pas comme un lieu d'horreur à oublier, mais comme un rappel urgent de ce que l'humanité ne doit plus jamais permettre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de se souvenir plutôt que d'oublier, de témoigner plutôt que de se taire. L'histoire de ces femmes survit maintenant à travers vous, à travers votre attention, votre empathie et votre volonté de transmettre leur mémoire. Et c'est peut-être là le plus bel hommage que nous puissions leur rendre. Faire en sorte que leur courage, leur souffrance et leur humanité continuent de résonner dans le cœur de ceux qui, comme vous, ont choisi d'écouter leur histoire jusqu'au dernier mot.